c'est parti. Salut Milan. Ouais, salut Kevin. La Comment forme? tu vas? Ouais, grave, ça fait Écoute, plaisir. Ça fait ouais, plaisir de te retrouver pour ce un quatrième nouvel épisode. épisode, ça va être parfait. Puis surtout que on a plus, ça commence à augmenter pas mal en fait le nombre d'abonnés, les personnes qui nous écrivent, on a des super retours. Alors peut-être faire un petit point sur la dernière vidéo, sur la newsletter rentable. C'est une news, enfin c'est une news et c'est une vidéo en fait qui a pas mal plu parce qu'on a eu c'est là qu'on a eu le plus de commentaires, on a eu pas mal de retours aussi par mail. Donc ça c'était vraiment super intéressant. Donc merci à vous. On le sait, la vidéo était longue. Ce qu'on espère avec Kevin, c'est surtout que c'est une vidéo qui amènera du fond, qui amènera de la réflexion et c'est pour ça qu'on l'a laissé en fait sur 2 heures. Ne vous inquiétez pas sur les prochains sujets, on va essayer d'être beaucoup plus short. Et d'ailleurs, vu qu'on en est à présenter les prochains sujets, Kevin, peut-être que tu peux nous présenter le sommaire d'aujourd'hui. Exactement. Petit disclaimer aussi, moi je suis à Annecy ce mois-ci, tu vois, donc cet épisode. Donc, Ok. petite excuse, si jamais le son est un peu moins bon que d'habitude, tu vois, le setup est pas le même, c'est une chambre un petit peu plus petite. J'ai pas voulu déranger mon associé qui est dans le salon et l'internet est un peu moins bon, mais on va faire au mieux et j'espère que ça sera cool quand même. Et ben ouais, alors on va introduire cette semaine un truc dont on parle depuis le début, c'est de vous partager nos petites trouvailles de la semaine. Il faut savoir que Milan et moi, pour rédiger nos newsletters, ben en fait, on fait quand même un paquet de veille et on n'arrête pas de s'envoyer sur LinkedIn surtout, parce que c'est notre... Pourquoi on utilise LinkedIn d'ailleurs? Bon, bref, ça J'ai sera un autre... toujours pas compris pourquoi on utilise LinkedIn comme messagerie, mais enfin bon, pourquoi pas. Mais bref, et on n'arrête pas de s'envoyer plusieurs fois par semaine des projets qu'on voit passer et où on se dit, bah tiens, regarde, celui-là, ça pourrait être un truc à décortiquer. Qu'est-ce que tu penses de la techno? Qu'est-ce que tu penses de leur monétisation? Et on va pas tous les partager parce qu'il y en aurait trop et ils sont pas forcément tous intéressants. Mais on s'est dit qu'on allait essayer. Alors, on le ferait peut-être pas dans tous les épisodes, mais en tout cas, dans cet épisode, aujourd'hui, on l'introduit et ça sera une sorte de fil rouge. On va vous partager chacun un projet qu'on a vu passer, qu'on a trouvé intéressant et qui a bien entendu attrait à du no-code et à du make money online. Alors, ça sera la première partie. Toi, tu vas nous parler, Milan, euh, de Is the ship still stuck? Ouais, J'en dis c'est pas pas plus. facile en fait à dire c'est pas facile à dire en anglais, donc je tente. Je le présente tout de suite ou tu veux juste présenter les autres sujets rapidement Non. ou Ouais, alors on va parler de Is the ship still stuck? On va parler d'une nouvelle plateforme. Et là, ça sera plutôt un débat. On a déjà eu ce débat, mais une nouvelle plateforme qui se lance pour faciliter la vente de mini projets no-code. Donc, ton avis va être vachement intéressant sur la question, puisque j'ai le mien, en étant fondateur de Dot Market et en ayant la visibilité et l'envie de vendre des projets no-code. Et après, la question de fond, parce que quand même, on va aborder une question de fond, bah, justement, ça sera de parler, et je pense que ça rebondira bien sur ce débat. C'est une question que j'ai reçue par ma newsletter il y a 2 semaines, d'Emmanuel, et qui porte sur le choix des technologies et la facilité ou non de revendre une technologie, enfin un business en fonction de la technologie, no code ou non, qui a été choisie initialement. On reviendra un petit peu plus dessus tout à l'heure. Je lirai exactement la question d'Emmanuel. Vous verrez, elle est assez précise et intéressante. Mais pour l'instant, ben, écoute, à toi, Milan, avec Is the ship still stuck? C'est quoi ça? alors, c'est vrai qu'il n'est pas évident à dire, donc is the ship still stuck? Un peu compliqué, mais pour un projet en fait qui était assez marrant que j'ai vu. Je sais pas si tu te souviens, Kevin, il y a de ça en fait quelques semaines, il y a un bateau qui s'est retrouvé coincé dans le canal de Suez et qui a bloqué tout le trafic maritime mondial. Et, à ce moment-là, en fait, on en a entendu parler aux infos à peu près pendant entre 5 et 7 jours, le temps qu'il décoince ce bateau et que le trafic maritime mondial puisse rebondir. Donc là, on va dire que bon, c'est plutôt assez clashé, que ça n'a rien à voir avec du no-code, ça n'a rien à voir avec de la monétisation. En fait, il y a quelqu'un qui a trouvé un moyen de surfer un peu sur cette tendance avec justement ce site. On vous mettra le lien en commentaire de la vidéo. Donc, le site s'appelle Is the ship still stuck? Donc, est-ce que le Il est bateau encore live là? il est toujours coincé? Non, c'est bon. Le site est encore là, ouais. Mais par contre, Tu peux nous le partager peut-être?
Ouais, je peux le partager directement ici dans le chat. Hop. Et, euh, et donc alors on a un site qui est hyper classique. En termes d'esthétique, il n'est pas très beau. Et globalement, si vous allez dessus, alors grosse réponse, est-ce que le bateau il est toujours coincé? Réponse non. Alors à l'époque justement on avait un oui parce que ça a commencé à durer pendant pas mal de temps et puis ensuite bah, finalement on se retrouve avec une carte maritime et surtout des éléments qu'on va pouvoir commenter un peu plus dessous. Ce qui était assez intéressant en fait sur ce projet, moi ce que j'ai bien aimé c'est surtout la manière dont c'était fait, le fait de surfer sur une tendance. Alors, pour donner quelques chiffres, il s'avère que les chiffres sont absolument dingues. Hein. 50 millions de vues en 5 jours. Donc, il y a 50 millions de personnes qui ont vu ce site. C'est juste fou. Et j'ai même vu qu'il y avait 8000 requêtes par seconde. C'est-à-dire qu'il y a 8000 personnes qui se connectaient sur le site par seconde. C'est quand même assez incroyable. Donc, visiblement, c'était une question qui a intéressé les gens. Derrière, si en fait tu veux en savoir un peu plus, il y a le read de behind the scene qui est en fait un petit substack derrière dans lequel le gars en fait raconte comment est-ce qu'il a monté le site. Il y a vraiment il y a même un petit côté tutoriel en fait qui est super intéressant. Donc franchement, si ça vous intéresse, allez le voir. On en apprend pas mal. Donc si vous voulez savoir en fait, surtout ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait sur la partie no code, il n'en a pas du tout utilisé. Il est parti sur une techno en fait qui s'appelle Next.js, qui permet en fait de créer des sites statiques. C'est un framework React.js qui est hyper rapide, qui est vraiment top pour faire ça. Mais c'est vrai que bah, il faut être développeur pour pouvoir l'intégrer. La question, c'était de savoir en fait comment est-ce que si jamais vous vouliez refaire exactement le même type de site et que vous savez pas coder, que vous savez pas utiliser Next.js, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Alors globalement, vu que le site en plus, enfin tu as vu tout à l'heure, finalement le site il est moche, hein, clairement. Il y a pas grand chose, il y a pas grand chose. Moi, je pense qu'on pourrait le refaire avec du Webflow, du Card, même du Wix, etc. Mais il y a une vraie problématique en fait, c'est il faut pouvoir gérer la montée en charge. Et là, je t'avoue que ça me pose plus une problématique. C'est peut-être une partie un peu limitante finalement du no-code. Et ça, c'est une question que je sais pas trop. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un outil no-code qui est capable de tenir la charge à 50 millions de visites pendant 5 jours? Et tu vois, quand on regarde un peu les pricing plans de Webflow, de Wix, de Card, en règle générale, ils te back, tu as plusieurs offres, et ils te back en fonction d'une certaine limite de trafic ou de requests par seconde. Et là, les chiffres en fait qui sont annoncés, c'est-à-dire 50 millions de vues en 5 jours avec jusqu'à 8000 requêtes par seconde, clairement, je ne retrouve pas ça du tout dans les pricing plans en fait des outils no-code qui existent. Donc la vraie question que je me pose, c'est aujourd'hui, techniquement, effectivement, visuellement, en front, refaire le site Is the ship still stuck? Le refaire, c'est hyper simple et vous pouvez vraiment utiliser Webflow, Card, Wix et Doric, enfin ce que vous souhaitez comme constructeur de page. Mais la réalité, c'est que je suis à peu près convaincu qu'il n'y a aucune techno qui tiendrait la charge dessus. Donc, à voir si c'est vraiment un projet qui pourrait se faire en no-code. Je pense que c'est peut-être un sujet. Alors, je sais pas si toi, tu as un avis, mais sinon aussi, je pense qu'en commentaire, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous donner votre éclairage sur le sujet. Ça, c'était plus sur la partie technique. Et après, ouais, sur la question de la map, alors j'ai découvert, je t'avoue, je connaissais pas du tout, il y a une sorte de Google Map en fait du trafic maritime qui s'appelle Vessel Finder. Et en fait, vous pouvez embed une carte. Donc, le gars a vraiment, en termes techniques, pas fait grand-chose. C'est juste la question de la montée en charge. Mais là où il a été assez smart,
c'est que finalement, il s'est servi, ce qu'il raconte, c'est qu'il s'est servi de Google et il s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de l'autocomplète de Google, l'autocomplète, pour ceux qui savent pas, c'est quand vous tapez une question sur Google, il vous propose en fait différents types de questions en fonction de la requête que vous faites. Donc c'est si vous tapez question du bateau, est-ce que le bateau est coincé? Ça, c'est des choses qui va vous proposer. Il vous propose plusieurs questions. Et lui, il avait tapé Is the ship still stuck? Dis donc, c'est un peu dur à dire pour moi. Et il l'avait tapé et il a vu qu'il y avait finalement le nom de domaine qui était disponible. Alors ça, c'était une bonne idée parce qu'il a pris ce qu'on appelle un EDM, Exact Domain Match, donc un nom de domaine qui match exactement avec la requête qui est demandée par les personnes sur Google. Bon, on pourra peut-être revenir. C'est vrai que d'un point de vue SEO, c'est le genre de nom de domaine qui te met un coup de boost en fait pour pouvoir démarrer un projet. Donc c'était plutôt assez intéressant. Visiblement, lui, il a été ranké en quelques heures, puisque ensuite c'est devenu un site de référence, puisque c'est forcément quelque chose qui a été fait qui a été fait rapidement. Ce qu'il faut comprendre d'un point de vue SEO, c'est qu'il a ranké il a utilisé un nom de domaine exact sur une requête qui n'existait pas et qui existait d'un coup. Du coup, si tu fais une recherche sur, alors là maintenant peut-être qu'elle y est, mais probablement pas, parce que c'est encore un peu jeune. Mais s'il avait fait une recherche de volume et de compétition sur cette requête à l'instant où il a découvert l'idée, il aurait probablement vu zéro en termes de recherche, parce que c'était pas une question que les gens se posent. Et ça, c'est des failles. C'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue SEO, parce que c'est ce qu'on appelle des sortes d'angles morts SEO. Quand tu chopes une trend, et ben cette trend, elle est quasiment pas identifiable dans les outils classiques d'analyse de mots-clés, mais tu peux l'identifier avec des signaux faibles ou avec un nombre de mentions ou de répétitions. C'est ce que s'amusent à faire d'ailleurs des outils comme Exploding Topics, hein. C'est comme ça qu'ils anticipent. Après, l'autocomplète de Google, je pense, visiblement, lui a permis aussi d'identifier qu'il y avait pas mal de personnes qui tapaient cette requête, en fait. Mais Google te le donne vite. Par contre, les outils qui piochent dans les databases, eux, ont besoin d'avoir la database mise à jour. Et donc ça, c'est un super truc. Et c'est pour ça qu'il a ranké immédiatement dessus. Et donc, il a bénéficié plein pot du trafic. Donc ça, c'est une super idée. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, $70, hein. Il en parle dans son article. $70, ça lui a coûté le hosting. Donc, c'est sûr que c'est pas cher pour la solution qu'il a utilisée. Ça aurait pu lui coûter beaucoup plus cher avec une techno limitée, no code ou pas no code, hein, parce que tu mets la même chose chez un hébergeur français ou pas. On va pas les citer, nos amis. Non, on se fait pas d'ennemis en fait ici. Par exemple, en fait, avec n'importe quel site, c'est connu que quand tu sais que ton site, par exemple, va passer à la télé, il faut prévoir ça, il faut anticiper la montée en charge. Donc là, ça lui a coûté $70. Mais la vraie question, et on va en parler, j'imagine, c'est une de tes questions aussi, c'est puisque no code and money, hein, monétisation. Pour moi, j'ai lu son rapport, là, le gros fail, c'est la monétisation. Finalement, si tu monétises bien, tu peux te permettre de payer la montée en charge. Si tu monétises pas, c'est sûr que ça aurait pu être un projet qui lui coûte très cher. Ouais. Alors, de ce que j'ai compris, le principe n'était pas nécessairement la monétisation en fait dans un premier temps. Il a fait ça parce qu'il y avait une requête. Je pense d'un point de vue technique, il y avait quelque chose à faire. En SEO, il a voulu ranker. Et puis bon, franchement, il s'est dit, je suis sur une grosse tendance, je vais tenter quelque chose. Après, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait du gros trafic. Et là, vu que c'est un gars qui est du web, il s'est dit, je vais essayer de monétiser ça. Et donc là, c'est l'idée de enfin, je vais te montrer en fait comment est-ce que, enfin, tu as lu le rapport en fait comme moi. Il a utilisé en fait plusieurs manières de monétiser. Alors, il y en a un on va commencer par ce qu'il n'a pas utilisé. Il n'a pas utilisé de publicité parce qu'il dit la publicité, j'aime pas ça, donc je mets pas de pub sur mon site. C'est possiblement quelque chose que tu aurais pu faire dessus. Tu utilises une régie publicitaire et ça envoie du clic. Comment?
Il dit aussi qu'il s'est pas fait accepter par les plateformes et c'est vrai que si t'as pas déjà des comptes acceptés sur les plateformes, ça peut prendre quelques jours d'être validé. Je pense très sincèrement que s'il avait eu un compte validé sur une plateforme publicitaire, avec le bon account manager, la montée en puissance, elle aurait été très bien accueillie par la plateforme et la pub aurait été validée. Mais en l'occurrence, il a l'air de dire qu'il n'était pas prêt à ça non plus. Je pense que c'est justement quelque chose qu'on peut retenir de son projet, c'est que, enfin, de ce type de projet, si jamais tu veux te lancer dessus, c'est qu'au Mm. final, il faut quand même avoir un petit peu de backup et avoir préparé finalement un peu les choses avant, parce qu'arriver sur une requête qui est une énorme tendance, notamment en plus lui, il s'est positionné sur une tendance qui était en anglais, donc en fait le monde entier était impacté par ce problème au niveau du canal de Suez, donc par conséquent effectivement, lui, il a dû faire en sorte de pouvoir gérer son projet au fur et à mesure. Et il s'est retrouvé un petit peu sous l'eau avec les temps d'acceptation qu'il y a sur certaines régies publicitaires. Donc, c'est Ouais. vrai que c'est pas vraiment du plug and play si tu veux mettre de la pub. Donc, bon, bref, de la pub, il n'en a pas fait. Il a fait un autre truc qui est plutôt assez classique, mais qui était une bonne idée. Mais ça, on peut rediscuter dessus. Il a fait de l'affiliation. Il a fait de l'affiliation sur des bouquins. Moi, je t'avoue que j'ai du mal un peu à avoir un avis dessus. Alors, l'affiliation, c'est plutôt une bonne idée. Il a fait de l'affiliation, il a utilisé Amazon. Donc un truc hyper classique, là pour le coup pas besoin de se faire accepter par une régie publicitaire. En tout cas, ça vient hyper vite. Il suffit de se créer un compte sur l'affiliation Amazon et globalement on peut faire de l'affiliation assez rapidement. Euh, il a fait de l'affiliation sur des bouquins. À vrai dire, je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est vrai que je sais pas en termes de conversion si c'est vraiment une très très bonne chose d'avoir mis de l'affiliation. J'imagine que sur peut-être de la longue traîne, il finira par choper un petit peu d'affil sur ce point-là. Euh, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, Moi, j'étais un peu. je trouve ça plus intéressant la troisième partie, sa tentative Ouais, de vente des NFT et sa mise en avant. Mais je suis d'accord, moi, ce projet-là, mais tu sais, ça revient à notre première vidéo où on parlait de l'importance de penser à la monétisation et qu'en fait, peu importe la techno que tu utilises, tu as là, c'est pas du no-code, ça pourrait être fait en no-code, tu l'as dit, il faudrait réfléchir à la partie montée en puissance, mais au final, si tu réfléchis pas à comment tu vas gagner de l'argent avec ton projet, ben, t'en gagneras pas. Et là, bien sûr, des fois, tu vois, c'est fun, il s'est fait connaître, son article, il est génial, je suis sûr que ça lui a valu des retombées, des trucs vachement intéressants. Et ça, on va pas se mentir, des fois, ça peut suffire, hein. T'as pas besoin de gagner de l'argent avec un projet si, en fait, il te permet d'avoir autre chose qui te convient. C'est quand même important de le dire. Mais s'il avait voulu gagner de l'argent avec, effectivement, euh, il aurait fallu pouvoir anticiper. Maintenant, est-ce que tu peux vraiment anticiper quand tu catches une trend comme ça? ouais, 50 millions quand même. Ouais, mais moi, c'est la publicité, tu vois. J'aurais mis la publicité dessus. J'ai déjà des comptes publicitaires sur des plateformes. J'aurais fait le forceps pour me faire accepter par un account manager. Mais si tu démarres de zéro, j'avoue, franchement, monétiser son projet, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que son idée du NFT, au final, était Ah, la plus ouais, innovante et la plus fun. Ça n'a pas fonctionné a priori à la hauteur, parce que je lisais là 200 $, 220 $, mais c'est alors, tombé ouais, en plein dans pour la. expliquer, effectivement, il y a une troisième, il y a une troisième voie qui a été explorée au-delà de la publicité, au-delà de l'affiliation. Il y a la partie NFT. Donc, le NFT, bon, globalement, je suis pas un expert, en fait, de tout ce qui va être blockchain, mais ce qu'il faut en comprendre, c'est que l'idée, c'était de pouvoir vendre son bien sur une blockchain et ensuite que ce bien-là, donc ce site internet, soit valorisé sur la blockchain. Là, l'idée, c'est qu'il y a des gens enfin, c'est ce qu'on appelle toute la théorie enfin toute la théorie et la mise en pratique en fait des NFT aujourd'hui. Et ce qu'il a essayé finalement, c'est de vendre son site un peu comme une sorte de mème en disant Ouais, j'ai fait un jour un truc incroyable avec 50 millions de visites, 8000 requêtes par seconde, tout le monde en a entendu parler. C'est un souvenir d'Internet. Vous pouvez acheter ouais. ce souvenir-là. De la même chose, de Et la même ça, manière, Jack Dorsey, par exemple, il a vendu en NFT son premier tweet
sur Twitter. Et il y a plein d'autres exemples. Et ça, j'avoue que, tu vois, on n'en avait pas parlé. Moi, j'y avais pas du tout pensé parce que je suis un peu moins dans ce domaine-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'était pas inintéressant de sa part parce qu'effectivement, ça reste un moment d'Internet. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de podcasts ou d'émissions qui en ont parlé, mais ça reste un moment d'Internet parce que finalement, il y a quand même des millions de personnes qui sont tombées sur cette page web à un moment donné. Et je trouve que c'était plutôt une belle trouvaille et un bon intérêt. Alors, comme tu le dis, effectivement, et il le dit également dans son rapport, il a gagné 200 euros. Ça s'est vendu 200 euros. Bon, c'est pas énorme. Il n'est peut-être pas récompensé pour ses efforts, hein, on pourrait penser, mais je trouve que l'idée était assez intéressante et possiblement, pour des projets tendance, ça peut être hyper intéressant par la suite d'essayer de creuser ce domaine du NFT. Ce qui est cool en plus d'ailleurs, c'est dans son rapport, il explique exactement comment il a fait pour mettre en place ce NFT. J'avoue que je ne savais pas forcément le faire. Donc, vous mettra le rapport si ça vous intéresse sur comment est-ce qu'il a mis en place la mise en vente de son site sur la blockchain. J'avoue que je ne savais pas faire. J'ai lu ça, c'était assez intéressant. Donc, voilà, c'était les 3 points. Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser pour terminer. Est-ce qu'il aurait pu essayer de capter des leads, tu vois, dans le cadre d'une newsletter, et puis peut-être, je sais pas, les revendre ensuite. Peut-être c'est des gens visiblement, les gens qui sont allés dessus, alors soit c'est des gens qui s'intéressaient au commerce mondial, soit c'est des gens qui s'intéressaient aux services maritimes, à la mer, etc. Donc peut-être qu'après, il y avait moyen de les retargeter sur j'en sais rien, des produits de mer ou une newsletter de mer, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est un coup d'éclat et honnêtement, j'ai trouvé ça très excitant quand c'est sorti. Mais je vais peut-être être un peu rude, hein, mais ça vaut rien. Tu Non, vois, en fait, ça vaut rien, sauf si ça devient un mème. Parce que le coup d'éclat, il est génial. Franchement, n'importe quel SEO rêverait un jour d'avoir fait 50 ouais. millions de visites sur un site, d'avoir chopé la tendance, tu vois. Mais, et donc, je juge pas la réussite qui est vraiment cool. Je juge la valeur du site en bout de course. Tu vois, un site comme ça, par exemple, sur Dot Market, ça vaut zéro. Ça vaut zéro parce qu'en fait, il a fait un coup d'éclat et il vaut plus rien. On va en parler. Le deuxième sujet, ça va être la revente des petits projets no-code. Le projet ne vaut rien. Par contre, ce qui peut avoir de la valeur, c'est s'il a marqué effectivement l'histoire. Parce que le premier tweet de Jacques Dorset, tu l'as dit, il s'est acheté 2,8 millions de dollars parce que c'est le premier. La question, c'est est-ce que cet événement sera vraiment aussi marquant que ce qu'il a pu paraître. Et peut-être que la réponse est pas tant que ça, oui, tu vois, dans les prochaines semaines, est-ce qu'on reparlera de cet événement? Franchement, si on en reparle, ça serait pas étonnant que le NFT vendu prenne de la valeur. Mais si personne n'en reparle jamais, bah, ça sera probablement juste un coup d'éclat comme il y en a dans plein de domaines et on n'en parle pas forcément et ça perdra complètement de sa valeur et puis bah voilà, ça sera un coup d'éclat qui pourra raconter lui, mais dont on se souviendra pas forcément si on n'est pas tombé sur le site avant et qu'on n'a pas lu l'histoire. Je te suivrai pas à 100% sur ce que tu dis, même si je suis plutôt assez d'accord. La question du même et de rentrer dans l'histoire avec ce site-là, c'est assez intéressant. En termes d'actifs, je suis pas complètement d'accord. On peut imaginer, et ça, il faudra voir par la suite, qu'on puisse, à partir d'un site comme ça, pivoter, parce qu'il doit avoir toujours un petit peu de trafic récurrent. Donc peut-être qu'après, il peut partir, j'en sais rien, s'associer avec des personnes sur une partie service de livraison ou service, j'en sais rien, développer aussi une carte, enfin, qui soit concurrente à celle qu'il a mis, Vaisselle, comment ça s'appelle, Vaisselle Finder, en fait, pour connaître le trafic maritime. On peut imaginer qu'il y ait une possibilité de twister, en fait, sur une autre logique business. J'y crois pas trop, mais on pourrait imaginer. Et il a quand même été cité sur plein d'autres sites. Donc finalement, son nom de domaine, il a quand même un peu de valeur. Donc peut-être qu'il pourrait, au niveau de son nom de domaine, le revendre. J'avoue qu'en tant que tel, par exemple, sur d'autres markets ou des plateformes d'achat de sites internet, ça vaut rien parce que c'est beaucoup trop éphémère. Et il y a pas grand chose à en faire, mais il a quand même un tout petit actif sur ce sujet-là.
Mais Il je peut pense que revendre le nom de domaine et l'autorité du nom de domaine pour faire une 301 vers un site de news. C'est la bonne idée. C'est probablement effectivement. d'ailleurs la plus grosse valeur du domaine. Ce serait le JSIE qu'il pourrait effectivement. Mais tu sais quoi, ça amène Voilà. la deuxième question. Ouais. Si, alors, c'est la trouvaille que je t'ai envoyée. Et tu vois, techniquement, ce projet-là, bah, peut-être qu'il pourrait se vendre sur cette future plateforme. J'ai vu passer cette semaine, et c'est un débat que j'avais avec Milan et que j'ai eu avec d'autres personnes dans le domaine de l'achat-vente de business, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui se lancent, principalement sur le marché américain. Il n'y en a pas vraiment en France sur ces créneaux-là, mais de plateformes qui se lancent pour faciliter la revente de projets. Et dans un précédent épisode, on s'est posé la question aujourd'hui, bah, est-ce que finalement ton projet no-code, au lieu de le développer et de pas scaler, tu pourrais pas aller le revendre pour en tirer un minimum? Et ben là, il y a une nouvelle plateforme qui se lance, créée par Stephen Campbell, Mm. qui va s'appeler Tiny Acquisitions, tinyacquisitions.com. Alors, à l'heure où vous regarderez la vidéo, peut-être que le site sera live. À l'heure où on la tourne, c'est encore un MVP. Il en parle sur son Twitter, mais il n'a pas encore lancé la plateforme. Et son tweet, c'est je veux résoudre un problème que j'observe dans l'univers du no-code, mais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème. Est-ce qu'il y a un problème au moment de vendre vos apps et vos SaaS quand ceux-ci valent entre 500 et 2500 $? Et il pose la question et il y a une discussion qui se fait. Et il y a notamment des gens qui disent mais MicroAcquire existe. Mais la réalité, c'est que MicroAcquire, c'est quand même un petit peu plus élevé. C'est plutôt à partir de quelques dizaines de milliers de dollars, même si tu trouves des petits sites. Et donc, il pose la question et derrière, il annonce le lancement de tinyacquisitions.com, qui serait une plateforme spécialisée sur la revente de projets. Alors, il le présente comme no-code, mais comme toutes les plateformes, elles accepteront probablement tout projet un peu tech et pas forcément que du no-code, valorisé entre 500 et 2500 $. Et ça me fait penser à Indie Projects, Indie Makers, pardon, qui à l'époque avait un site qui s'appelait 1K Project, dont on a déjà parlé Ouais. aussi en vidéo, et où tu pouvais aller revendre toutes tes idées de business qui valaient moins de 1000 $. Ils se sont fait racheter, ça a disparu en quelque sorte. Et donc lui, il revient avec ça. Et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Milan, aujourd'hui Moi, je suis partisan de pas vendre à 500, 2500 $. Je trouve que il y a tellement de choses à faire sur des projets qu'il vaudrait mieux les monter plus haut. Mais d'un autre côté, je peux que reconnaître qu'il y a un marché parce qu'encore la semaine dernière, je tweetais que je suis sûr qu'il y a un marché pour simplifier, sécuriser la vente de petits sites clés en main entre 500 et 2500 €. Donc là, tu vois, je suis mal placé de dire qu'il n'y a pas un marché pour les apps et les SaaS. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, d'une nouvelle plateforme qui se dit spécialisée sur no code 500 à 2500 $? Je suis un peu mitigé. La... je suis un peu mitigé sur cette plateforme. Moi, je pense qu'effectivement, sur Internet, tu as de la place en vrai pour tout le monde. Hmm. Donc, en vrai, il y a des gens qui vont acheter des projets entre 500 et 2500 €. Il y en aura. Il fait bien de le vendre. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ou en tout cas, en plus, il est en MVP en ce moment. Donc, c'est vraiment une très bonne chose de le faire. De son point de vue, s'il a en tout cas un business model autour d'une prise de commission dessus, tu as intérêt à faire de la quantité si jamais tu veux en vivre. Parce que 500 €, je sais pas si tu prends, on peut imaginer une moyenne de 10% pour la mise en relation, tu vois, entre 10 et 15% pour la mise en relation, sur la commission dessus, faut vendre du site Ouais. quand même. Si tu veux pouvoir, alors c'est peut-être un side project, mais tu pourras peut-être nous en parler, mais sur d'autres markets, il y a tellement de choses à mettre en place pour vendre des sites, mais pas forcément techniquement, mais c'est-à-dire d'un point de vue juridique, etc., qu'au bout d'un moment, si c'est pour gagner 15 € sur un petit site, je pense qu'il faut regarder. Mais peut-être qu'il fera de la quantité, ça peut être, ça peut être une bonne idée. Donc pourquoi pas. Moi, je connais le gars finalement sur un autre domaine sur lequel je regardais, il fait pas mal de vidéos autour de Bubble et OpenAI.
pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Moi, je le connaissais de ce côté-là. Après, sur la partie est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, j'avoue que effectivement, avoir un projet à 500 ou 2500 euros, ouais, ça pèse pas lourd et ça vaut le coup. Si vous avez fait vos premiers euros, je trouve d'essayer de continuer à monter un peu plus loin. Franchement, moi, je trouve que les prix sont tellement peu élevés. De mon point de vue, je me verrais pas vraiment racheter finalement un site entre 500 et 2500 euros parce que ça veut dire que il fait probablement très peu de trafic. Il monétise pas. Enfin, entre 500 et 2500 euros, il doit en tout cas très très peu monétiser. Ouais. Et surtout, c'est que la techno derrière, bon, à titre personnel, j'ai choisi de plutôt me former au no-code pour arriver à faire ce genre de truc. Et finalement, je préfère à la limite dépenser un peu plus mon argent dans de la formation no-code pour être capable de refaire ce genre de site plutôt plutôt que de racheter quelque chose en fait autour de 500 ou 2500 euros. Tu me dirais à l'inverse, par exemple, il y a un autre site qui fait 50 000 euros d'AR ou de MRR. Là, je te dirais, OK, peut-être que ce site, techniquement, je suis capable de le faire, ça c'est sûr. Mais par contre, il va me faire gagner du temps parce qu'il y a déjà des ventes, il y a déjà un positionnement SEO, il y a peut-être même des ads qui sont en train de tourner. Donc là, je peux voir quelque chose. 500 ou 2500 euros, franchement, je préfère plutôt me former à créer des projets et mettre de l'argent dans de la formation que plutôt acheter ces projets. Encore une fois, c'est une vue assez personnelle, mais de ce que je connais du no-code, c'est plutôt ma vision. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a un marché, mais il faut vraiment faire beaucoup de quantité. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas quel est le tien exactement dessus. Sur la quantité, tu as raison. Souvent, les plateformes comme ça, elles font pas le travail que nous, on fait sur d'autres markets et qui est ce qui coûte vraiment cher, c'est-à-dire le travail d'audit, de contractualisation, de séquestre. Quand tu fais que de la mise en relation, tu peux prendre le même pourcentage que ce qu'on prend, mais sans rien faire, et tu es juste payé pour la mise en relation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une plateforme de plus sur laquelle aller piocher des idées, quand même. Oui. Parce que c'est pas parce que c'est en vente que c'était une mauvaise idée. Ça veut juste dire souvent que la personne qui l'a créé a pas voulu ou réussi à le faire scaler. Et après, j'ai un avis plus mitigé parce que j'ai déjà mon plus gros succès en termes d'achat-revente de sites, c'est d'avoir racheté un petit site clé en main que j'avais créé pour un client et qui a voulu le revendre 4 mois plus tard. Et tu vois, le fait de reprendre un business qui avait été créé et que j'ai eu, entre guillemets, que à scaler, parce que l'idée de base était bonne, ça m'a permis d'attaquer très très vite la monétisation et j'ai gagné un temps fou, je l'ai revendu à un prix fou par rapport au prix acheté. Et tu vois, je me serais pas dit, tiens, je vais lancer un site dans cette thématique si j'étais pas tombé sur un site à racheter. Donc, moi, quand je vois une plateforme comme ça, je t'avoue que je peux pas m'empêcher de penser, tiens, peut-être que ça sera une des plateformes sur lesquelles je trouverai un petit SaaS, un petit projet no-code ou pas no-code. Et encore mieux si c'est du no-code et que je peux compter sur des potes qui ont des compétences. Ou que c'est des compétences que je peux acquérir un peu plus facilement, puisqu'on en a parlé, c'est peut-être aujourd'hui un peu plus facile de se former sur certaines techno no-code que sur d'autres. Et voilà, et je me dis, c'est peut-être un endroit, tu vois, où je trouverais des projets pas très chers, qui seront sous-valorisés parce que pas monétisés. Mais si toi, tu trouves encore une fois le bon marché, que tu as l'audience, tu vois, par exemple, typiquement, tu vas sur ce type de plateforme, tu trouves le SaaS ou le petit projet no-code qui a été développé, qui correspond à un site. Moi, si je trouve par exemple une app de mise en relation de propriétaires canins sur un sujet, je ne sais lequel, j'ai déjà l'audience canine, mais j'ai pas le projet tech. Et là, il peut y avoir des choses très intéressantes. Non, tu as raison, c'est sûrement lié finalement à la cible. Moi, dans mon cas, je suis quelqu'un d'un peu plus technique, donc c'est vrai que je me dis, finalement, là où je te rejoins dessus, c'est que je vais aller choper des idées dessus. Ouais, je vais aller choper des idées business, je vais aller regarder des choses qui me parlent, des choses qui sont plutôt dans la tendance, je vais regarder, et puis ensuite, je vais pouvoir le refaire, et en plus, je vais pouvoir le scaler en SEO, en ads, et je vais pouvoir faire grossir le truc. Je sais que je vais pouvoir le faire moi-même. Donc, je vais plus aller zioter sur une plateforme comme ça, tu vois, pour checker ce qui se passe,
plutôt que le racheter. Parce que franchement, pour 500 euros ou 2500 euros, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à setup. Enfin, vraiment, un projet web moyen sur Webflow, si c'est quelqu'un qui te le fait avec toute la DA, le contenu, etc., tu chiffres vite en plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est vrai que 500 euros ou 2500 euros, il doit y avoir très, très peu de choses. Mais par contre, je pense que c'est une très bonne idée pour aller choper des idées. Et Ouais, ça tu sais, c'est si cool. c'est des Ça, c'est cool. makers, si c'est des makers, c'est peut-être des gens qui le revendent en mode un peu genre je vide mon sac à projet et je le revends pas forcément la valeur de ce que la personne aurait été payée pour le faire pour un client. Mais en tout cas, c'est sûr, en fait, si tu es no-codeur ou no-codeuse, tu iras plutôt piocher des idées sur ce type de plateforme pour je vais dire copier des projets, mais c'est pas péjoratif, c'est t'inspirer et trouver des idées de projets. Si tu es comme moi un petit peu plus porté sur la partie SEO acquisition et que le no-code et que la partie techno, elle te dépasse un peu, ça sera probablement une plateforme sur laquelle tu pourras peut-être aller choper des idées, des projets à aller plugger sur des audiences existantes. Et ça, du coup, ça nous amène au sujet de fond, parce qu'on a parlé comment revendre le projet numéro un. On a parlé plateforme qui va faire de l'achat-revente de petits projets no-code. Mais tu vois, c'est tombé trop bien. C'était un heureux hasard. J'ai reçu une question d'Emmanuel dans ma newsletter il y a 2 semaines. Et je vais te la lire. Sa question était exactement: comment se valorise la technologie utilisée pour bâtir un site? Custom code versus solution no-code personnalisée, exemple Bubble ou Shopify ou d'autres. Et au moment de la construction d'un site, est-il du coup plus stratégique d'un point de vue revente éventuelle d'utiliser une solution grand public comme Shopify qui demandera moins de compétences techniques aux repreneurs, ou d'utiliser une solution un petit peu plus nichée et technique pour monter ton projet? Et je me suis dit, ça, c'est une question il faut que je te l'envoie, Milan, parce que c'est un vrai Ouais. débat. euh, Ouais. et, et c'est une vraie question, c'est une super question en fait à se poser. On en a parlé dans le tout premier épisode, mais on est passé dessus super vite. Mm. C'est une vraie question à te poser. Si tu montes un projet avec l'objectif un jour, peut-être de le revendre, eh ben, ça vaut le coup, je pense, de te poser cette question. Donc, moi, j'ai répondu à Emmanuel en partie, mais tu vois, j'aurais bien aimé que tu complètes la réponse à lui donner. Donc, je vais te filer la parole si tu veux bien et avoir ton regard. Bah, tu nous donneras quand même du coup la réponse que tu lui as donnée parce que moi je l'avais plutôt vraiment trouvé intéressante. Puis tu auras peut-être nous faire ton retour en plus Hmm. sur d'autres markets dessus. Moi, je pense que Ouais. dans tous les cas, et ça on l'a dit parce que c'est un peu ce qu'on a envie de faire sur No Code and Money, c'est d'essayer de monter des projets qui ont du sens. On n'est pas là juste pour bidouiller, on est là pour essayer potentiellement de pouvoir revendre ces projets ou tout de moins de vivre de ces projets-là. Et donc, je pense que c'est hyper important de se poser la question de comment le projet va avoir du sens d'un point de vue financier pour la suite. Si c'est pas quelque chose, on va dire, d'associatif ou autre, on passe plus dans ce qu'on avait envie de traiter sur nos codes and money. Donc, forcément, je pense que c'est hyper important de se la poser dès le départ. Est-ce qu'on doit faire quelque chose directement en code, ou alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire en no-code? Et si oui, sur quelle solution no-code on doit s'appuyer pour pouvoir réaliser ce projet? Hmm. Alors, je pense que là, il va y avoir deux réponses. La première, c'est déjà si on veut le coder. La vraie question, c'est que si tu veux le coder, il faut que tu sois bon en code. Faut pas un truc buggé qui soit complètement dégueulasse et qui te pose des problèmes par la suite. Donc, faut déjà que je pense que tu sois un bon codeur. Ça, c'est quelque chose qui est important pour avoir une plateforme de qualité par la suite, parce que si tu refiles quelque chose avec une trop grosse dette technique, ça, c'est quelque chose qui va forcément influer sur le prix final. Donc ça, je mets de côté un peu de la partie code, mais on pourra y revenir, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Et lorsque tu audites un site, tu regardes effectivement s'il y a une dette technique ou la techno qui est utilisée, ou potentiellement même le langage qui est utilisé. Ça, Totalement. c'est quelque chose à voir. Euh, et ensuite, il y a la partie no code.
Et donc là, la question, c'est de savoir quels outils on utilise. Alors, c'est difficile de donner une liste parce que j'ai l'impression que des outils no-code, il y en a 14 qui sortent à peu près par semaine. Donc, pour suivre la cadence, c'est pas forcément évident. Moi, quelque chose d'un peu bête, c'est que je regarde un petit peu aussi les levées de fonds des différents outils qui sortent pour savoir s'ils sont là depuis un certain temps et combien ils ont levé pour voir s'ils ont les reins solides pour tenir par la suite. Ça, c'est quelque chose qui me semble être important quand on regarde un outil no-code et qu'on a envie de s'y investir parce que ça veut dire qu'il va durer dans le temps et par conséquent, que l'outil que vous êtes en train de construire a de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde pas mal. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans le cadre d'un e-commerce, partir sur un Shopify, étant donné qu'il y a déjà une grosse communauté, que Shopify, ils sont là depuis 10 ans, si je me trompe pas, qui font évoluer leurs produits, qu'il y a déjà eu des exits en fait d'un paquet de sites e-commerce euh, qui ont déjà été assez énormes. Je pense que Shopify a plus grand chose à démontrer en e-commerce. Donc, je pense que c'est une solution no code qui est hyper intéressante Ouais, de ce point de vue-là. t'as 100% des points de revente avec un Shopify. T'as aucun malus technique, c'est sûr, sur une vente Shopify. Non. Du coup, c'est absolument parfait. La question, elle se pose plus après sur d'autres sites qui sont pas du e-commerce. Donc après, je pourrais pas vraiment tous les lister non plus, mais ça serait plus sur de la vente de contenu, sur des sites médias, sur La euh, marketplace. sur de la marketplace, sur du SaaS. Donc ça, Mm. il y a d'autres technos sur lesquels moi j'aurais envie de parier. Je pense que toutes les stacks techniques qui vont être autour de Webflow, autour de Airtable, autour de Bubble, euh, c'est des stacks qui vont avoir du sens, qui vont perdurer dans le temps. Toutes ces trois boîtes, en fait, enfin, et j'ai pas cité non plus Adalo, qui a l'air plutôt bien parti sur la partie même application mobile, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de site internet, finalement, on parle pas trop d'application mobile, mais le Ouais. mobile, c'est quand même quelque chose Vous avez parlé de d'une super reprise. important. Adalo a été une des premières Ouais. boîtes à parler d'une reprise, d'une revente d'une app montée sur Adalo. Tu l'avais partagé dans ta newsletter Si, à si, l'époque. ouais, exactement, exactement. Mais c'est vrai on en parle pas beaucoup ensemble, enfin, sur cet épisode, en règle générale, des applications mobiles, mais c'est vrai qu'il y a Mm. aussi des reventes d'applications Ouais, mobiles. Et évidemment. Adalo, étant donné qu'ils ont levé pas mal d'argent non plus et qu'il faut vraiment toutes les semaines des mises à jour, il y a vraiment plein de choses qui sortent. C'est vraiment un outil sur lequel moi j'aurais envie de parier pour monter ma marketplace, pour monter mon site vitrine, pour monter mon application, mon outil interne à mon entreprise. Ça serait vraiment des outils sur lesquels je me mettrais. Autre point Mm. que je regarde, c'est également la communauté. Est-ce que sur l'outil que vous allez utiliser, il y a des gens qui sont là pour répondre et aider aux différentes problématiques? Pourquoi? Parce que moi, je me dis, si jamais je te rachète un site, je te rachète une application mobile, il va falloir que je gère cette application mobile ou ce site Ouais. internet. Deux manières de faire. Soit je prends un ou une développeur en indépendant ou j'ai quelqu'un en interne en fait qui est capable de pouvoir gérer ça. Du coup, pas trop de problèmes. Enfin, il faut que je m'assure Mhm. que la personne comprenne. Soit sinon je me dis ça va être à moi finalement de le gérer. Et est-ce que je vais trouver des réponses à ma problématique? Parce que le support est pas forcément toujours disponible. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la communauté qui sont capables de faire ça? Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé non plus en termes d'outils no code, mais parce que WordPress est un peu à la limite de l'outil no code, mais WordPress, c'est exactement là où tous les outils devraient aller, avec une communauté hyper forte sur Ouais. laquelle vous avez un problème sur WordPress et tu es directement capable d'avoir une réponse à peu près, j'ai pas envie de dire dans la minute, mais globalement, dans l'heure, tu peux avoir une réponse de la communauté. Donc ça, je pense que c'est vraiment des points que moi, je regarde avant de monter un site internet. Je sais pas si tu veux ajouter des éléments, mais voilà, en tout cas, ma première vision sur ça. Ouais, bah, c'est toi l'expert no code, hein, donc tu as nommé les technos que tu vois un peu les plus safe. Euh, moi, je me pose toujours la question aussi, mais t'en as pas, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de montée en puissance. On peut parler de scalabilité peut-être aussi. Ouais. Euh, Est-ce que Alors, toutes les ouais. technos aujourd'hui sont scalables? Parce que si tu rachètes une techno qui peut pas être scalée,
ça peut être un frein au prix. Donc bon, là-dessus, je m'y connais pas, mais je sais que c'est une vraie question parce que je l'ai déjà eu quand on a audité un jeu vidéo il y a 10 jours. Ok. Et une des problématiques de la définition du prix, c'est que la structure actuelle d'hébergement et de construction du jeu en termes de ressources, je vais pas donner les détails parce on a décidé de pas bosser Mhm. finalement sur la vente de ce business, donc c'est un peu confidentiel, mais en gros, pour faire très simple, il y avait une limite du nombre de joueurs que le site était capable d'encaisser. Et à peu près à ce moment de la revente, le vendeur avait peut-être 50% de la capacité utilisée. Et par conséquent, il fallait Mhm. prendre en compte dans la valorisation du business que le site avait un potentiel de doubler ses performances ou presque doubler parce qu'on peut imaginer que peut-être quand on arrive à la limite, tu commences à flipper un petit peu de ta capacité à tenir le coup et que ensuite, si tu voulais pouvoir augmenter la capacité et donc les revenus du site, il allait falloir redévelopper. Et donc nous, tu vois, C'était quand fait on a via un commencé. outil no-code ou cette application, c'était fait via un outil no-code ou pas? Non, non, non. Alors ouais, je digresse un petit peu. C'est vrai que là, c'était pas du tout du no-code, mais Ok. c'est ce qui m'amène à me poser la question parce que quand tu parlais de ça, j'ai pensé à ce jeu et et tu vois, c'était une vraie question de est-ce que il va être possible de scaler sur le quel effort et quel investissement ça va demander de pouvoir accueillir plus de joueurs. Donc, est-ce que tu vois, avec une vraie question, hein, est-ce que sur une techno Ouais. no-code ça peut être un problème, la scalabilité, le nombre d'utilisateurs, le nombre de features que tu développes, des choses comme ça? Ouais, alors clairement, ça c'est des choses effectivement à prendre en compte. Est-ce que déjà, alors sur les features, est-ce que l'application no-code a par exemple une API sur laquelle on peut se brancher pour pouvoir ajouter des caractéristiques supplémentaires? Ça, c'est quelque Hmm. chose qu'il faut regarder. Dans le cas, en tout cas, de toutes les technos que j'ai citées auparavant, elles ont toutes des API, donc c'est quelque chose sur lequel c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Pareil pour Shopify, il y a aussi une API. Par contre, la question de la scalabilité, ça c'est un vrai problème. Le problème, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en règle générale, sur les pricing plans de toutes les entreprises qui font des constructeurs de sites ou des outils no-code, en règle générale, c'est limité à un certain nombre de trafics, soit par heure, soit par requête par seconde, soit sinon par jour ou peut-être même par mois. Alors, Hmm. je pense que moi, la chose que je verrais, si jamais je devais par exemple racheter un site internet qui a besoin de scaler et qui a été fait en no-code avant, je regarderais déjà l'état de son trafic à l'heure actuelle pour voir un petit peu où il en est. Est-ce qu'il a bientôt atteint une limite qui est donnée dans le pricing plan, hein, donc tu vois Ouais. très bien si il est bientôt à fond ou non et si tu vas devoir faire autre chose. Et je regarderai et j'irai contacter le support en fait de l'outil en question pour savoir s'ils font une offre entreprise capable en fait peut-être d'absorber les futurs utilisateurs. Si c'est pas le Hmm. cas, forcément qu'à un moment donné, ça va devoir en fait être plafonné. Et tu vois, par exemple, Ouais. dans le cas de Webflow, de ce que j'ai vu à peu près dans la communauté, visiblement, c'est pas le bon outil si tu veux faire télé 7 jours. Tu vois, par exemple, Hmm. télé 7 jours, c'est le programme télé de tous les jours. Ça reçoit un trafic qui est assez fort. Et ben Webflow, c'est pas la bonne techno pour ça parce que ça Ouais. reçoit trop de trafic. Ok, je vois. Ouais. Alors que visuellement ou en tout cas techniquement, c'est clairement tu peux clairement le refaire avec Webflow. Mais le souci, c'est qu'en fait, ça n'absorbe pas la montée en charge. Donc ça, Hmm. Ok. c'est un truc que je regarderai. Après, je me dis, est-ce qu'on n'est pas face à un problème de riche aussi sur cette question de scalabilité, puisque je me dis qu'à un moment donné, si effectivement tu as beaucoup de trafic, ce trafic, si tu es un peu malin dans ta stratégie, tu as essayé de le monétiser. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux pas te dire, bon, bah, peut-être que je vais devoir aller sur une solution un peu plus custom. Certes, ça Si, va me si. demander de l'argent, mais bon, par contre, je vais être capable de monter et de scaler à fond. Ouais. Donc, Et c'est un peu ces deux questions-là. ça sera pas un problème à la revente à proprement parler, mais ça sera un problème sur la valorisation. C'est-à-dire que tu peux pas valoriser Ouais. de la même manière un business qui est quasiment à son potentiel max
et pour lequel il va falloir redépenser de l'argent pour le faire passer un cap, versus un business qui n'aura aucun problème de scalabilité autre que tes dépenses publicitaires ou tes dépenses marketing. Et ça, c'est un vrai questionnement à avoir au moment de la revente. Encore une fois, pas que ça empêche la revente, mais ça risque d'impacter le prix. Et l'autre chose, et ça, tu vois, on l'a eu aussi, donc c'est une bonne case study sur un e-commerce bâti sur une techno qui n'était pas Shopify, un concurrent français qui fait plutôt du bon travail, en tout cas qui progresse bien dans le domaine, mais qui n'est pas forcément très bien perçu par les vieux de la vieille dans le e-commerce, notamment parce que ça permet pas d'aller aussi loin qu'une solution en code comme un PrestaShop. Et, j'ai vu des business monter sur cette techno no-code, justement ne pas être vendu. Enfin, on a eu du mal à le vendre, ce business, justement parce qu'il était sur cette techno no-code et que la techno no-code n'étant pas encore assez, on va dire, acceptée par les e-commerçants qui ont l'habitude de bosser, de customiser leur site, d'optimiser le checkout, tu vois, de mettre en place plein de choses. Ça a été un frein parce qu'on a eu pas mal d'acheteurs sur ce dossier qui nous ont dit franchement le business est bien, le chiffre d'affaires est bien, mais alors non, nous on veut pas cette techno parce que en fait toutes les optimisations qu'on voit, on sait les faire c'est pas avec possible à faire. mais on sait pas les faire avec cette techno, tu vois. Et ça a été un frein de ouf. On a fini par le vendre, mais à quelqu'un qui était moins expérimenté dans le e-commerce et qui donc ne s'est pas posé cette question de l'optimisation PrestaShop et qui l'a abordé différemment. Tu vois, c'est toujours une question de génération en quelque sorte. Si tu as grandi avec les outils no-code, tu vas réfléchir no-code. Si tu as grandi avec du PrestaShop, tu vas directement te poser la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Et ça, bah, tu vois, encore une fois, ça n'a pas impacté le prix, mais ça a impacté énormément le délai de vente, en l'occurrence. On a eu beaucoup d'acheteurs qui auraient pu prendre le business plus rapidement et qui l'ont pas pris à cause de la techno no-code. Et bah, si tu veux, je vais pas te lire, je vais te répondre ce que j'avais répondu à Emmanuel. Et je pense que bah, si Emmanuel nous écoute, je lui enverrai la vidéo, comme ça elle aura les compléments d'information. Je pense que ça sera très complémentaire parce que ma réponse était beaucoup plus axée business, tu t'en doutes, valorisation sur notre market. Et je lui expliquais que, bon, de un, c'est sûr que quand tu développes un projet avec une technologie maison, pareil, on l'a déjà vu, très difficile à revendre. Parce que plus la technologie, elle est maison, plus ça veut dire qu'il va y avoir une dépendance et une dette technique possible en plus au développeur initial ou à la développeuse initiale. Et ça c'est un énorme problème. Alors bien sûr, il y a des codeurs, des codeuses qui font des trucs de ouf, qui sont ultra propres, et si tu le vends à un autre dev, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue market, de notre faible expérience sur le dossier, très difficile de vendre une techno maison parce que trop de risques derrière sur la reprise. Le deuxième point, du coup, c'était que, en fait, plus la techno, elle est grand public, et plus il y aura une database acheteuse de grande taille. Voilà, forte. Et c'est logique. Aujourd'hui, tu vends un WordPress, tout le monde peut acheter un WordPress. Tu vends un Shopify, tout le monde peut acheter un Shopify. Et en fait, plus la techno, elle diminue en notoriété, et plus tu diminues l'audience acheteuse. Par contre, diminuer l'audience acheteuse ne veut pas dire diminuer le prix de vente. Simplement, tu vas diminuer la chance, la possibilité, l'opportunité de trouver le ou la bonne acheteuse. Tu vas probablement augmenter le délai de vente si tu n'as pas directement accès à une audience acheteuse qui s'y connaisse sur cette techno. Tu vas probablement avoir plus de négociations de gens qui seront pas adeptes de cette techno et qui vont, bah, comme dans le cas de cette techno no-code dont je te parlais en e-commerce, qui vont essayer de faire baisser les prix en argumentant que bah, le coût de la migration devrait être déduit de l'achat initial. Et voilà. Et c'est ce que tu vas avoir en bout de course. C'est que une bonne techno très connue sera facile à vendre
quoi qu'il arrive. Une bonne techno très peu connue sera juste plus difficile à vendre, mais quand même, si elle te permet de faire exactement ce que tu veux d'un point de vue projet et de cartonner, de bien monétiser, ben, je pense que c'est pas non plus délirant de sacrifier un petit peu de la simplicité de la revente pour optimiser la capacité à développer le projet tel que toi tu le vois avec tes compétences et d'en faire un projet très bien monétisé. Et puis, bah, le moment où il faudra le revendre, il faudra juste être un petit peu plus patient ou patiente pour trouver le ou la bonne acheteuse. Ouais, Ça, au final, tu vas purement business, mais du coup, je suis ravi que tu aies eu ton regard là-dessus parce que tu vois, Emmanuel, si on résume un petit peu peut-être pour presque conclure la vidéo, hein, je sais pas si tu as d'autres points à dire là-dessus, mais je pense que ça va non, nous non, mener à vas-y, bah, on est sur notre timing, là, c'est parfait. C'est génial. Bah voilà, à la question clé qui était que est-ce qu'il y a des technologies à privilégier quand on monte un projet avec un objectif de revente, eh ben, Milan a donné les technologies qui sont les plus aujourd'hui utilisées et avec quelques astuces pour se renseigner sur le potentiel de croissance et de pérennité de la technologie. Tu veux les redire peut-être? Je les ai pas en tête. Ouais, alors encore une fois, Ah, c'était pas vraiment une liste exhaustive, mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, les technologies sur lesquelles je travaille surtout, c'est et sur des sites que j'aurais envie de faire en no-code, ça serait notamment avec une stack comme Webflow, Airtable, Integromat, voilà. Zapier, Adalo, Bubble. Ça, c'est vraiment des technologies, je pense, sur lesquelles il faut miser par la suite. Mais il y en aura d'autres qui Il y arriveront, et en je aura pense que d'autres. Voilà. sur Mais tu as donné sur l'émission, l'astuce. on en parle. C'est vrai que la levée de fonds pour une techno, c'est un bon signal de pérennité et probablement de développement mass market, enfin d'acceptation un peu plus mass market. La taille de la communauté, c'est sûr. Plus tu as une communauté, plus il y aura de facilité à reprendre le business et donc ce sera plus facile de le revendre à quelqu'un qui pourra bénéficier de ça. L'existence d'une API, la capacité à scaler, l'étude des plans pour déterminer le prix de vente pour pas vendre un business qui est déjà au maximum de son utilisation et où la personne derrière va devoir rajouter du blé pour le scaler, parce que tu n'achètes jamais un business pour le garder en l'état, hein. Tu l'achètes pour le Non. scaler. Donc, si tu peux pas scaler, ça va impacter. Je pense que ça donne pas mal de pistes en plus sur quoi choisir et vers quoi t'orienter pour optimiser, en tout cas, pas forcément le prix de vente, parce que je pense que c'est important de le dire, le prix de vente, il est très souvent quand même, il est calculé de base sur le profit net mensuel ou le MRR réalisé par un business, quelle que soit la techno. Et après, il faut juste faire le tri entre les technos qui vont complètement bloquer une vente, comme les techno maisons potentiellement, celles qui vont euh, limiter l'audience acheteuse et celles qui vont être acceptées par le grand public, comme un WordPress ou un Shopify. Carrément. Bah, Comme écoute, conclusion. je pense qu'on peut conclure dessus. J'espère que le format finalement aura plu. Moi, j'ai bien aimé qu'on puisse présenter deux sujets qui étaient un petit peu différents, liés à notre veille en fait dessus, qui nous permet de rebondir aussi sur des sujets toujours no code, enfin plus ou moins no code, et autour de la monétisation. Et je pense que c'était cool effectivement de pouvoir en parler également, de reprendre des questions de la communauté. Ça, je pense que c'était intéressant. Donc, merci Emmanuel en tout cas de nous avoir posé cette question. Et je pense n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions et voir si vous voulez qu'on aborde en fait d'autres sujets dessus. Sinon, j'ai envie de dire qu'on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Entre-temps, vous pouvez vous abonner. Vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Vous pouvez nous mettre un petit commentaire pour nous envoyer de la force. Vous pouvez également partager ça sur vos réseaux sociaux préférés. Et moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Kevin, non, alors dans 2 semaines, parce qu'on avait dit qu'on faisait ça toutes les 2 semaines. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. Kevin, également à dans 2 semaines. C'était cool. Et puis, à très bientôt. Et puis, à plus. Ça marche? Allez, à plus. Ciao, bye.